Dimanche 17 septembre 2023, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue pour ce nouveau numéro du JT des JT. Voici le sommaire. Dans quelques heures, les apprenants reprendront le chemin des classes. La pré-rentrée est une période propice au dernier réglage pour être prêt le premier jour de la rentrée, chose qui n'est pas toujours bien évident pour certains parents d'élèves face aux dépenses scolaires. Comment s'en sortent les parents durant cette période? Élément de réponse dans ce journal. Le militant panafricaniste Kémi Séba est désormais libre de ses mouvements. Interpellé par la police dans la nuit du vendredi 15 septembre 2023, Kémi Séba et 2 de ses collaborateurs ont été relâchés. Les raisons de son arrestation restent encore inconnues. Plus de détails dans cette édition. Le préfet du littoral et le premier adjoint au maire de Cotonou ont procédé ce vendredi 15 septembre 2023 à une opération de libération de tous les espaces publics occupés illégalement. Un comportement qui ternit l'image de la ville vitrine qui est Cotonou. Le film de l'opération dans un instant. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Pakpa, à Boumekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un nom. À nouveau, bonsoir et bienvenue si vous nous rejoignez. Dans quelques heures, les apprenants reprendront les chemins des classes. La pré-rentrée est une période propice au dernier réglage pour être prêt le premier jour de la rentrée. Chose qui n'est pas toujours bien évidente pour certains parents d'élèves face aux dépenses scolaires. Même si d'aucuns s'en sortent, d'autres peinent encore à se mettre au pas. Comment ces parents s'en sortent durant cette période? Élément de réponse dans cet élément signé le RTV. Ce n'est pas facile, hein? Et les choses sont chères. Ça ne va pas du tout, mais on va seulement essayer. On n'a pas le choix. Surtout le cahier, les bics, le nécessaire de revoir le prix. Des plaintes qui se lisent sur les lèvres de bon nombre de parents en cette veille de la rentrée des classes. Entre cherté de fournitures scolaires et augmentation de frais de scolarité, ces derniers ne savent plus où donner de la tête. Pourtant, certains parents avertis arrivent à tirer leur épingle du jeu, comme c'est le cas dans la famille Alassane. Ici, l'anticipation est de mise afin de ne pas se laisser surprendre. À partir de mars, je pense qu'il n'y a pas de raison de ne pas commencer par s'organiser, surtout lorsque vous savez que vous êtes de la basse ou de la moyenne classe. Et c'est à ce niveau que je m'en prends souvent aux femmes déjà mères, qui n'ont que de penchant pour les tontines de mèches brésiliennes, de pain. Moi, toutes ces choses-là, pour moi, passent après. Des précautions qui permettent donc d'avoir une longueur d'avance, quoique depuis quelques années, les parents sont confrontés à l'achat de matériel qui vont au-delà des fournitures scolaires classiques. On a demandé des gourdes, 2 gourdes. C'est obligatoire, hein. C'est devenu l'actualité avec les promoteurs d'établissements, notamment privés. Ce n'est pas toutes les écoles privées. Il y a certaines écoles qui le font. Chez moi, il n'y a pas de réinscription, par exemple. Il n'y a pas de réinscription. Et
l'uniforme ne s'achète pas ici seulement. Les parents peuvent les acheter ici, les babas, parce que c'est bleu ciel sur bleu nuit. Les écoles qui font ça, c'est qu'elles veulent offrir un supplément de prestations. Ça a un coût. Les frais de scolarité, relativement plus élevés à l'école privée qu'à l'école publique, sont aussi des facteurs dont tiennent compte les parents à l'heure du choix. Toute prestation a un coût. Et l'éducation ne coûte pas cher à l'école privée, plus qu'à l'école publique. L'école publique coûte plus cher que l'école privée. Les salles, c'est nous qui les avons construites. Là-bas, c'est l'État qui construit. Ça a un coût. Les tables, bancs, les matériels, tout ça, c'est nous qui achetons ici. Et le plus gros, la charge salariale. Le public, le privé, ça n'a rien à voir. L'éducation reste l'éducation. Mon fils, il a fait, je vous le disais, ces 2 dernières années, il a fait le public. Donc, rien n'a changé à part qu'il s'est trouvé un peu plus libre. L'éducation reste. Et il a eu de très bonnes moyennes. Donc, encore que, avec le gouvernement qui est en place, je crois que beaucoup de choses se font pour l'amélioration de la qualité de l'éducation. Donc, que personne ne se sente complexé par rapport à nous. Chacun son destin, chacun son histoire, chacun sait où il va, chacun connaît la source de ses revenus et fait avec. En attendant la reprise effective des classes prévue cette année pour le 18 septembre, certaines écoles lancent la pré-rentrée ce lundi 11 septembre 2023. Parlons toujours des préparatifs de la rentrée scolaire pendant que les parents mettent les bouchées doubles pour satisfaire les premières nécessités des enfants. Les professionnels de la couture n'échappent pas également aux pressions des apprenants. À cette occasion, une équipe de la rédaction de ESAE Télévision a sillonné quelques ateliers de couture dans le quartier de Bedjomende pour s'enquérir de l'ambiance qui y règne quant à la confection des uniformes scolaires, des propos recueillis par ESAE TV. Parents de les avoir filles, kaki, uniforme. Mais comme à ça ça dépend. Parce que kaki collège et au dos pli comme mais ni de uniforme des volets donc ça dépend que en ce moment, s'il y a l'approche de la rentrée, à la dernière semaine, il y a tellement d'affluence, mais cette fois-ci, il n'y a pas. Il n'y a pas d'affluence, on ne sait pas ce qui se passe avec les parents. Ils attendent la rentrée avant de venir, ou bien c'est la sécheresse économique les rend comme ça. On essaie de voir, on espère toujours. Là, après, vous voyez qu'on n'a pas assez de tenues scolaires ici. On ne fait que des tenues de sortie pour les gens. On attend, on ne sait pas ce qui va se passer avec les parents. Ceux qui sont venus, ils sont là et puis ils discutent les prix toujours. Ils discutent par rapport au prix de couture. Il y a d'autres que je renvoie, que je dis carrément que je ne peux pas le faire à ce prix-là. Et puis ils partent. Mais ceux qui acceptent, le peu qui acceptent, c'est ça qu'on a pu réaliser là. Je l'annonce au sommaire de cette édition, le militant panafricaniste opposé à la présence française en Afrique et président de l'ONG Urgence panafricaniste, Stélio Gilles Robert Kapochichi, alias Kémy Séba, et son ami Eri Déouti sont désormais libres de leur mouvement. Selon les informations, Kémy Séba a été relâché aux environs de 3 heures du matin ce samedi. Pour rappel, Kémy Séba a été arrêté dans la soirée du vendredi 15 septembre 2023 à l'aéroport de Cotonou en compagnie d'un autre membre influent de son mouvement, l'Ivoirien Eri Déouti, venu à Cotonou. Pour le moment, les réelles raisons de son interpellation restent encore inconnues. Connu pour son activisme contre la présence française en Afrique et ses critiques contre les présidents africains proches de Paris, Kémy Séba s'est illustré comme soutien des putschistes. Peu avant son arrestation, Kémy Séba a annoncé sa présence à Niamey le lundi 25 septembre prochain pour participer à un mouvement de soutien à la junte au pouvoir. La tournée de reddition de comptes du groupe parlementaire UPR Le Renouveau se poursuit. Les populations de Malanville et Candy ont reçu les progressistes de la circonscription électorale.
Une occasion de bilan de l'action législative EPA, mais aussi d'écouter des aspirations locales des militants. Suivons ensemble. Face à des militants mobilisés, les membres de la délégation de l'Union progressiste Le Renouveau font le point des réalisations depuis le démarrage des activités de la 9e législature. Après de longues heures d'échanges, l'équipe prend congé des militants et rallie Kopargo pour le même exercice avec les populations de cette commune et de Waké. La mise sur pied du bureau de l'Assemblée nationale, la création des commissions, le vote de certaines lois et l'étude de la loi d'orientation, le bureau politique, la direction exécutive nationale et le noyau du présidium d'alors, ça a été revu. Nous avons aujourd'hui la haute direction politique, la direction exécutive nationale et le bureau politique. À leur tour, les leaders de l'UP Le Renouveau prêtent une oreille attentive aux préoccupations des participants. En tête, le chômage des jeunes avec pour conséquence un fort taux d'immigration. J'attends que le parti accompagne Kopargo. À Kopargo, 6 000 jeunes sont allés en Algérie. Cela freine même la fréquentation. C'est un problème pratiquement national parce que même nos collègues qui sont au sud là-bas ont rencontré la même situation. Et donc, il sera question qu'au niveau du parti, on voit la situation et qu'on essaye de faire des propositions en vue de reconvertir. Et c'est ça que le chef de l'État a compris très tôt. C'est pourquoi il a lancé un vaste programme de formation technique et professionnelle. Le périple continue pour la délégation attendue dans d'autres communes du département de la Donga. Les membres du gouvernement béninois ont tenu cette semaine la session hebdomadaire du Conseil des ministres. Présidé par le chef de l'État Patrice Talon, plusieurs décisions ont été prises. Au titre des mesures normatives, le Conseil a procédé à la revalorisation des pensions, et des rentes servies aux assurés de la Caisse nationale de sécurité sociale CNSS. D'autres décisions de grande importance ont été également prises. À ce propos, je vous invite à suivre le porte-parole du gouvernement, Wilfried Léandre Humbidji. Revalorisation des pensions et des rentes servies aux assurés de la Caisse nationale de sécurité sociale CNSS. La revalorisation des salaires des fonctionnaires de l'État, décidée par le gouvernement pour compter de décembre 2022 a, de facto, induit celle des pensions des retraités relevant du Fonds national des retraites du Bénin. Une telle dynamique appelle nécessairement des mesures en faveur des pensionnés et rentiers du régime général de sécurité sociale géré par la CNSS, surtout que les pensions de ceux-ci, contrairement à ceux régis par le Fonds national des retraites, n'ont pas connu de revalorisation. C'est pourquoi, tenant compte des réalités du coût de vie et pour éviter une baisse significative du pouvoir d'achat de ces retraités et rentiers, le Conseil s'est prononcé en faveur de l'adoption des présents décrets pour un relèvement des pensions dans les proportions comprises entre 30% et 1% suivant les différentes tranches. Au terme de la loi portant Code de la sécurité sociale en République du Bénin, le montant mensuel de la pension de vieillesse ou d'invalidité ne peut être inférieur à 60% du salaire minimum interprofessionnel garanti du territoire national et ne peut être supérieur à 80% de la rémunération mensuelle moyenne de l'assuré. Or, la pension minimum est actuellement de 24 000 francs CFA. Aussi, de façon spécifique, le Conseil a-t-il acté la revalorisation des pensions comprises entre 24 000 francs CFA et 25 900 francs CFA pour les porter à 31 200 francs CFA. Quant aux pensions comprises entre 26 000 francs CFA et 75 000 francs CFA, elles connaîtront un relèvement de 20%, tandis que celles allant de 75 100 francs CFA à 85 700 francs CFA seront portées à 90 000 francs CFA. S'agissant des pensions de la tranche de 85 800 francs CFA à 150 000 francs CFA, elles seront revalorisées à hauteur de 5%. Celles
allant de 150 100 francs CFA à 152 900 francs CFA seront portés à 157 500 francs CFA. En ce qui concerne les pensions de la tranche de 153 000 francs CFA à 250 000 francs CFA, elles connaîtront une revalorisation de 3%. Celles allant de 250 100 francs CFA à 254 900 francs CFA seront portées à 257 500 francs CFA. Enfin, celles supérieures ou égales à 255 000 francs CFA bénéficieront d'un relèvement de 1%. À propos des rentes qui sont concédées à titre temporaire, elles font l'objet d'une revalorisation au taux unique de 5,3% plutôt qu'un taux dégradé par tranche comme pour les pensions. Ceci afin de rester dans le même esprit de revalorisation qu'au niveau des pensions et ne pas créer une injustice sociale. Il est à souligner que ces augmentations prennent effet rétroactivement pour compter du 1er janvier 2023. Le gouvernement saisit cette occasion pour exhorter à nouveau les employeurs du secteur privé qui ne l'ont pas encore fait à procéder à l'augmentation des salaires de leurs travailleurs dans le cadre du dialogue social interne à l'entreprise. En point 2, réglementation de l'affichage publicitaire dans les communes du Grand Nokoué. Les affiches publicitaires, omniprésentes dans les rues de nos communes, sont apposées de manière anarchique et illégale, de sorte qu'elles envahissent toutes les grandes artères de nos villes, en particulier celle du Grand Nokoué, occasionnant ainsi des nuisances qui affectent l'environnement. En effet, cette forme de pollution visuelle repose sur des critères non esthétiques dont les cibles sont notamment les mâts de lampadaires, les poteaux électriques, les panneaux de signalisation routière, les anciens supports médiatiques. Toutes ces installations, en papier ou en matière plastique, dégradent l'espace public et privé de nos villes qui ont pour vocation, entre autres, d'offrir aux populations un cadre de vie sain et agréable. Par ailleurs, les nuisances visuelles constituent au Bénin un problème de santé publique, d'autant que leurs auteurs, qui les déploient parfois même sans aucune autorisation, ne prennent généralement aucune disposition après les événements pour assainir l'environnement pollué de leur fait. Le présent décret a donc pour objet de prévenir la dégradation de la qualité paysagère et environnementale des axes urbains des villes du Grand Nokoué. Sa mise en œuvre contribuera à la protection de l'environnement et de la santé. Aussi, prescrit-il que les affiches publicitaires sont formellement interdites sur les monuments, les mâts de lampadaires servant à l'éclairage public, les poteaux électriques et de télécommunications, les équipements publics concernant la circulation routière, maritime, fluviale ou aérienne, tous autres supports non agréés. En conséquence, tout auteur de pollution visuelle, avant l'entrée en vigueur du présent décret, dispose d'un délai de 3 mois à compter de la date de sa publication pour se conformer à ces dispositions. Les ministres concernés prendront les dispositions nécessaires en vue de sa stricte application. Au titre des autres mesures normatives ont été adoptés les décrets portant attribution, organisation et fonctionnement du ministère de la Justice et de la Législation. Transmission à l'Assemblée nationale pour autorisation de ratification de l'accord-cadre pour la protection des investissements en République du Bénin. Dans le registre des communications, on note la mise en place d'un pôle d'excellence en otorhinolaryngologie ORL, ainsi que pour le renforcement de la formation et de la recherche en cardiologie conventionnelle au Bénin. Des détails avec le porte-parole du gouvernement. Mise en place d'un pôle d'excellence en otorhinolaryngologie ORL, ainsi que pour le renforcement de la formation et de la recherche en cardiologie conventionnelle au Bénin. Les cas de pathologie en ORL comptent parmi les principales causes d'évacuation sanitaire de notre pays vers l'étranger. La construction et l'équipement d'un centre de référence destiné à leur prise en charge
dans le souci de réduire les coûts liés à ces évacuations, tout en améliorant l'accès des populations aux soins spécifiques, constitue une réponse qu'apporte le gouvernement à travers la construction du Centre hospitalier international de Calavi. Dans la perspective du fonctionnement efficient de ce centre de référence, il s'avère indispensable de disposer de ressources humaines ayant les compétences requises pour une offre de soins de qualité en ORL dans un environnement adéquat. Aussi, est-il indiqué de développer ce pôle de compétences spécifiques en relevant le niveau du plateau technique existant à travers des équipements d'imagerie de récente génération qui ont permis des progrès considérables ces dernières années et sont devenus par conséquent indispensables, le tout en assurant au moyen d'un transfert de compétences une mise à niveau des professionnels du domaine. En outre, relativement à la cardiologie conventionnelle, l'absence d'enseignants titulaires dans cette discipline handicape la formation et l'encadrement des étudiants en spécialisation à l'unité de formation et de recherche en cardiologie du Centre national hospitalier universitaire Hubert Koutoukou-Maga de Cotonou. Il existe donc un besoin pressant d'enseignants de ce rang en vue de maintenir ce pôle de formation. La mise en œuvre d'un partenariat interuniversitaire pour assurer la continuité de cette formation s'avère une option pertinente. Pour ce faire, l'Université catholique de Louvain et le Centre hospitalier universitaire de Namur, en raison de leur grande expertise dans ces domaines respectifs, ont été identifiés et le Conseil a autorisé la formalisation de partenariats à ces fins. Au chapitre des rencontres et manifestations internationales, il a été autorisé l'organisation à Cotonou, du 14 au 16 septembre 2023, du 4e congrès de la Société béninoise de chirurgie orthopédique et traumatologique, du 3 au 9 octobre 2023, de la 4e édition régionale du mois du consommant local, du 4 au 6 octobre 2023, de la 6e édition des Journées béninoises de l'évaluation, du 5 au 6 octobre 2023, du 1er congrès panafricain sur les maladies neuromusculaires, du 10 au 12 octobre 2023, de la 2e conférence internationale de la plateforme eurafricaine sur la pauvreté et la migration à Cotonou. Il a été également autorisé la célébration au Bénin, le 5 octobre 2023, de la 30e Journée mondiale des enseignants, puis le 15 octobre 2023, de la Journée internationale des femmes rurales. Au titre des mesures individuelles, le gouvernement a procédé également à des nominations à la Cour constitutionnelle, au ministère de la Justice et de la Législation, au ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique et au ministère du Cadre de vie et des Transports en charge du développement durable. Les détails avec le porte-parole du gouvernement. Au chapitre des mesures individuelles, les nominations ci-après ont été prononcées. À la Cour constitutionnelle et sur proposition de son président, le secrétaire général, Mme Serapi Isabelle Appoint Aïssi Djono Diato. Au ministère de la Justice et de la Législation et après avis du Conseil supérieur de la magistrature. À la chancellerie, directrice des affaires civiles et des sceaux, Mme Olivia Aubierge-Lucette Humbo. Collaborateur, M. Kwesi Bienvenu Anagonou. Dans les juridictions, Cour d'appel de commerce de Cotonou. Président, M. Kokou Lanan William Carmen Kodjok Pakpassou. Conseiller, Messieurs Kofi Virgile Léandre Pomalei, Edmond Awansou. Tribunal de commerce de Cotonou. Président, M. Romain Kofi. Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. Chambre des appels. Conseillers. Messieurs Florentin Gbodou, Angelo Vinawagbe Togbe, Wilfried Igor Guédegbe. Chambre de jugement. Président, M. Célestin Ponon.
Assesseur. Mesdames, Sename Geneviève Sou, Islamia Talake Konireyi Mustafa. Commission de l'instruction. Président. Monsieur Ayozeyi Wolfran Georges Bagidi. Membre. Monsieur Segbeji Constantin Nicodème Vigan. Parquet spécial. Troisième substitut du procureur spécial chargé du pôle des mineurs, Monsieur Serge Hounouvi. Cour d'appel de Cotonou. Conseiller. Messieurs, Djidjoho Converse Paul Faïndé. Assogba Mathieu Kakpo. Sosten Paul Armand Agboaï. Aïdo Nasser Michel Linsouci. Aïdjo Fidèle Iko Afé. Abdoubaki Adam Bonglé. Yaovi Rodolphe Auban. Audrey Azo. Parquet général. Deuxième substitut général, M. Médecin Aubert Kodjo. Troisième substitut général, M. Nadjimou Gado. Tribunal de première instance de première classe de Cotonou. Président. M. Dossa Guillaume Lali. Juge d'instruction du premier cabinet, M. Mohamed Saliou Obonou. Juge d'instruction du deuxième cabinet, M. Rodrigue Serge Oumanakan. Juge d'instruction du troisième cabinet, M. Alain Raoul Agboton. Juge du pôle des mineurs, M. Francis Enayon Bodjrenou. Parquet. Premier substitut du procureur de la République, Madame Edwige Fifame Akloutanyi. Tribunal de première instance de première classe de Porto Novo. Président. Monsieur Soanou Gutembe Adelin Armel Azorugbeou. Juge d'instruction du premier cabinet, Monsieur Marius Hondi. Juge d'instruction du deuxième cabinet, Monsieur Côté Pascal Herman Yannick Messan. Juge au tribunal, Monsieur Kodjo Tata Thierry Humpé. Juge du pôle des mineurs, Madame Audrey Florencia Choyinou. Parquet. Procureur de la République, Madame Gracias Gladys Nyakadia Wessou. Tribunal de première instance de deuxième classe d'Abomey Calavi. Président. Monsieur Kodjo Raymond Godemain. Juge du pôle des mineurs, Madame Augustine Blanche Adonon. Parquet. Procureur de la République, Monsieur Aristide Camille Fadé. Quatrième substitut chargé du pôle des mineurs, Madame Sandra Lidwin Armand Sonon. Tribunal de première instance de deuxième classe de Ouida. Siège. Juge d'instruction du premier cabinet, Monsieur Bidosessi Boris Labre Hundi Kandé. Juge du pôle des mineurs, Madame Christelle Nelly Ibilonke Asogba. Parquet. Procureur de la République, Monsieur Vidjanaï Rodrigue Ago. Deuxième substitut chargé du pôle des mineurs, Madame Wadagbe Rose Nadège Amoussou. Tribunal de première instance de deuxième classe d'Alada. Siège. Juge d'instruction du premier cabinet, M. Salim Hussein Sanka Dankoro. Juge du pôle des mineurs, Madame Christine Ayaba Akouhoué. Parquet. Deuxième substitut chargé du pôle des mineurs, Madame Muriel Ismen Fayoum. Cour d'appel de Parakou. Siège. Conseiller. Messieurs Gbemeho Robert Tito. Vihoyon Hervé Nyansonu. Parquet général. Deuxième substitut général, M. Samuel Noutou. Troisième substitut général, M. Jessoukon Antoine Abévi.
Tribunal de première instance de première classe de Parakou. Siège. Juge d'instruction du deuxième cabinet, M. Jaurès Nel Senan Zinflou. Juge d'instruction du troisième cabinet, M. Setonji Pierre Kodja. Juge du pôle des mineurs, Mme Bion Seko Félicité Sekongoy, épouse Meissou. Parquet. Troisième substitut chargé du pôle des mineurs, M. Ganiou Bodi. Tribunal de première instance de deuxième classe de Kandi. Président. M. Médétonou Octave Jocelyn Baguidi. Tribunal de première instance de deuxième classe de Natitengu. Siège. Président. M. Akochae Marius Bokas Ogou. Juge du pôle des mineurs, M. Abidemi Isidore Poinhoué. Juge d'instruction du premier cabinet, M. Cadnel Prince Héraclès Dadjo. Parquet. Procureur de la République, M. Yenoukoumé Nevali Setin. Cour d'appel d'Abomey. Premier substitut général, M. Kouchoro Ambroise Adjiboye. Deuxième substitut général, M. Jacob Fidéon. Troisième substitut général, M. Raoul Olivier Benoît Tiakpe. Tribunal de première instance de deuxième classe d'Abomey. Siège. Juge du pôle des mineurs, Mme Ahogbeme Inès Aubierge Maïndé. Juge d'instruction du troisième cabinet, Mme Marie-Mathilde Vinassé Mekpo, épouse Soukpo. Parquet. Quatrième substitut chargé du pôle des mineurs, M. Tadjoundine Bobanban. Tribunal de première instance de deuxième classe de Savalou. Siège. Juge d'instruction du premier cabinet, M. Onésime Anselme Lisboa Kodja. Juge du pôle des mineurs, M. Adiounoukoun Fleho Marc Gbeinde. Parquet. Procureur de la République, M. Zéphirin Agassounon. Tribunal de première instance de deuxième classe de Dassazoumé. Siège. Président, M. Hervé Théodore Komlan Houdegbe. Juge d'instruction du premier cabinet, M. Bellamy Eskil Soudé. Juge du pôle des mineurs, M. Mahomet Martop Guénon. Parquet. Procureur de la République, M. Winok Gildas Martial Denis Pédetin Goundete. Tribunal de première instance de deuxième classe de Comé. Siège. Juge du pôle des mineurs, Mme Balkissou Oseni, épouse Osho. Juge d'instruction du premier cabinet, M. Mohamed Yessoufou Hassani. Juge au tribunal, M. Kofi Paul Biouenton. Parquet. Procureur de la République, M. Richard Akodossi. Tribunal de première instance de deuxième classe de Lokossa. Président, M. Maouillon Albert Pascal Agboton. Juge d'instruction du premier cabinet, Mme Claudia Désirée Maouillon Gouwede. Juge d'instruction du deuxième cabinet, M. Sabi Niago. Juge du pôle des mineurs, Mme Sedro Uriel Michel Djibodé. Au ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique, secrétaire général du ministère, M. Eric Kossi Agossounon. Secrétaire général adjoint du ministère, M. Adamou Abba Bayan. Directeur des affaires intérieures et des cultes, M. Kodjo Anselme Donou. Au ministère du cadre de vie et des transports, en charge du développement durable. Directeur de cabinet, Mme Jeanne Akakpo Adambiokou. Directeur adjoint de cabinet, M. Djamal Gbian-Tabé. Secrétaire général du ministère, M. Constant Godjo. Secrétaire général adjoint du ministère,
M. Urbain Tiakpe. Conseiller technique juridique, M. Jirif Tokpo. Conseiller technique au suivi des réformes, M. Séverin Sia. Conseiller technique au suivi des structures sous tutelle, M. Edgar Kenom. Conseiller technique au développement durable, M. Constant Hundenou. Conseiller technique à la construction et aux infrastructures, M. Didier Yahi. Conseiller technique au transport et à la mobilité territoriale, M. Abdoulaye Nabil. Conseiller technique à l'éco-citoyenneté et à la déconcentration, Mme Yvonne Adjovi-Boko. Inspecteur général du ministère, M. Eloge Ada. Directeur général de la construction et de l'habitat, M. Victor Ananou. Directeur général du développement urbain, M. Ghislain Hounou. Directeur général de l'environnement et du climat, M. Martin Aïna. Directeur des transports terrestres et aériens, M. Jacques Ayadji. Directeur des affaires portuaires, maritimes et fluvio-lagunaires, M. Désiré Couton. Directeur de la planification, de l'administration et des finances, M. Mematon Boni Yala. Directeur adjoint de la planification, de l'administration et des finances, M. Louis Bossa. Directeur des systèmes d'information, M. Abdou Aziz Sobabe Ali Tahirou. Directeurs départementaux comme ci-après. Alibori, M. Maxime Dalmeda. Atakora, M. Yessoufou Tanda. Atlantique, M. Armand Detonji. Borgou, M. Sani Oro Pibou. Colline, M. Saluciano Zono. Koufo, M. Justin Akwete. Donga, M. Samou Gani. Littoral, M. Rosaire Atolou. Mono, Mme Bernadette Awangbe Fanou. Ouémé, M. Jean-Marie Wegbonou. Plateau, M. Constant Koudoro. Et enfin Zou, M. Ernest Henvi. Je vous remercie. Parlons toujours des décisions prises en Conseil des ministres. Le gouvernement a adopté cette semaine le décret portant revalorisation des pensions et des rentes servies aux assurés de la Caisse nationale de sécurité sociale CNSS. Se référant à la loi portant code de la sécurité sociale en République du Bénin, le gouvernement a porté les pensions comprises entre 24 000 francs CFA et 25 900 francs CFA à 31 200 francs CFA. Interrogé sur la question, Aliou Ogoutolou, administrateur du travail et de la sécurité sociale à la retraite et ancien directeur général adjoint de la CNSS, apprécie cette initiative du gouvernement béninois. Il s'exprime au micro de ESAE TV. Cette première décision découle de l'application de la loi. En effet, le gouvernement avait déjà pris la décision, un décret, pour porter le SMIC de 40 000 à 52 000. Or, le Code de sécurité sociale précise qu'aucune pension de retraite ne peut être inférieure à 60% du SMIC. Alors, les pensions de 24 000 sont des pensions minima calculées sur la base du SMIC de 40 000. Dès lors que le SMIC a été porté à 52 000, il est normal qu'on puisse calculer les 60%, et c'est ça qui donne, bien sûr, 31 200 francs. Il est bon que nous précisions les règles qui président à la chose. Alors, premièrement, pour revaloriser les pensions, il est nécessaire que la Caisse dispose de ressources suffisantes pour continuer à payer après la revalorisation. C'est pour cela que la gestion des différentes branches est rigoureusement suivie et même une évaluation actuarielle
est faite tous les 5 ans afin de s'assurer que le régime tient bon et est capable de supporter donc les débours. Ça, c'est le premier élément. S'assurer que les finances de la caisse sont bonnes. Deuxièmement, l'article 111 du Code de sécurité sociale précise qu'il est possible, n'est-ce pas, d'augmenter le montant des pensions, mais à condition que les ressources de la caisse le permettent. Et également, il faut que les ressources de la caisse le permettent premièrement, mais deuxièmement également, il est nécessaire que le gouvernement prenne un décret pour fixer les règles de cette revalorisation qui vient naturellement relever le niveau de vie des assurés concernés et leur permettre de faire face à l'augmentation du coût de la vie. Donc, pour repréciser, je dirais que fondamentalement, il est nécessaire que la réévaluation soit faite lorsque les conditions financières sont remplies, lorsque la caisse dispose des ressources financières suffisantes pour le faire, et ensuite que le gouvernement décide en tenant compte du coût de la vie de cette réévaluation-là, qui tient compte également du niveau du salaire minimum interprofessionnel garanti. La communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, a organisé à Cotonou un atelier sur la prévention des conflits de médiation et de faire silencer les armes par les jeunes dans les États membres de la CEDEAO. Cet atelier réunit les jeunes leaders, les organisations de la société civile et des militants de la paix. Le reportage est signé ESAE TV. Plus rien ne peut et ne doit se faire aujourd'hui pour la stabilité et la consolidation de la paix en Afrique sans les jeunes. Une couche désormais engagée pour la mise en œuvre des initiatives de prévention des conflits, de médiation et de lutte contre les armes à feu dans les États membres de la CEDEAO. Que sera l'Afrique dans 500 ans? Que sera l'Afrique dans 100 ans? Vous vous rappelez de la vision de la CEDEAO 2050? Vous vous rappelez de la vision de l'Union africaine 2063? Que serons-nous? Que ferons-nous? Ce que nous ferons, ce que nous serons, ce que l'Afrique sera, c'est ce que nous sommes en train de bâtir aujourd'hui. Soit nous construisons en engageant la jeunesse pour un paradis, soit nous démissionnons par rapport à nos missions et soyons sûrs que demain ce sera l'enfer. Et nous qui sommes là, si nous sommes réunis, c'est parce que nous voulons que les choses se construisent. Aujourd'hui, les jeunes constituent plus de 60% de la population de l'espace CEDEAO, mais leur inclusion et leur engagement dans les efforts de prévention des conflits et de médiation restent un défi majeur. Cet atelier, je trouve, est une aubaine pour la jeunesse ouest-africaine, notamment celle du Bénin, de participer activement aux activités pour se faire entendre, en vue d'impacter les décisions dans le sens du renforcement de la résilience et de l'amélioration de la situation d'insécurité et d'instabilité. L'insécurité s'est imposée à l'agenda de développement. Donc, il est très important de prioriser des actions concrètes pour juguler cette insécurité pour que les actions de développement puissent émerger au plus grand bonheur de toute notre communauté. Cette rencontre se veut donc la panacée devant permettre à ces jeunes de mettre en synergie leurs énergies et leurs idées pour la promotion de la paix, la prévention des conflits et le silence des armes au sein de la CEDEAO. La Commission nationale de concertation, de consultation et des négociations collectives a tenu sa session extraordinaire au titre de l'année 2023 le vendredi 8 septembre dernier. Pour conforter cette avancée, le gouvernement a pris des mesures en faveur des aspirants au métier d'enseignement AME. Richard Awansou, secrétaire général du syndicat national des enseignants du secondaire et des lycées, apprécie cette décision du gouvernement et les invite à une amélioration plus saine des conditions de travail des AME. Des propos recueillis par ESAE TV. Je voudrais dans un premier temps remercier et féliciter le gouvernement pour ce geste et à l'endroit des enseignants, des aspirants au métier d'enseignant AME que nous soutenons beaucoup parce que nous pensons que
un système éducatif ne peut se développer, aucun pays ne peut se développer sur la base des enseignants précaires. Mais ce qui devrait être fait à ces enseignants qui sont appelés AME, c'est leur payer les primes de rentrée, comme c'est le cas des enseignants agents de l'État, c'est-à-dire les fonctionnaires et les contractuels de droit public et de l'État, parce qu'ils font le même travail. Nous avons œuvré pour que le gouvernement accepte qu'ils participent aux journées pédagogiques. Donc, ils ont participé depuis l'année dernière et cette année aux journées pédagogiques, mais ils ne bénéficient pas des primes de rentrée. Ensuite, nous demandons au gouvernement de concrétiser l'annonce qui a été faite au Conseil des ministres et qui fait état de ce qu'une décision a été prise pour le reversement des AME en agents contractuels de droit public de l'État. Et il nous a été dit le vendredi passé qu'un comité technique est pour définir les critères d'éligibilité au reversement, ce qui est en cours, et qu'un projet de décret est pris pour être introduit au Conseil des ministres. Nous demandons que cela soit accéléré et que le gouvernement ne fasse pas de ce reversement un couvent, qu'il associe les représentants des travailleurs pour qu'ils y voient clair. Parce qu'on ne peut pas faire le bonheur de quelqu'un sans l'associer. Cette édition se poursuit. La Commission électorale nationale autonome Sénat a organisé une rencontre avec les différents partis politiques ce mercredi 13 septembre 2023 au siège de l'institution. Cette rencontre s'inscrit en prélude à un contrôle de fonctionnement des 10 partis, l'essentiel de ces assises avec la télévision nationale. La loi 2019 venue compléter celle de 2018 sur la charte des partis politiques en République du Bénin stipule que la Sénat a en charge le suivi et le contrôle du fonctionnement des partis politiques en partage avec la direction des partis politiques et des affaires électorales du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique. En prélude à ce contrôle se tient la présente rencontre entre Sénat et partis politiques. La Sénat a souhaité vous rencontrer pour vous informer que des équipes mixtes composées des cadres de la Sénat et de la DPPAE se rendront dans vos sièges respectifs pour collecter certains renseignements. Dans ce cadre, la Sénat a mis en place une plateforme informatique en vue de la constitution d'une base de données de suivi et de contrôle de conformité de l'existence fonctionnelle des partis politiques au Bénin. La plateforme en question dispose entre autres d'un module qui va être utilisé au cours de cette mission pour l'administration en ligne des questionnaires adressés aux partis politiques. 3 formulaires de collecte en ligne seront utilisés, à savoir le formulaire d'enregistrement des sièges nationaux des partis politiques. 2. Le formulaire d'enregistrement des sièges départementaux des partis politiques. Et enfin, le formulaire d'enregistrement des données relatives au fonctionnement des partis politiques conformément au cadre juridique. La mission de contrôle est annoncée pour la semaine prochaine. Quelques jours après la mort du jeune citoyen du nom de Martin Runga dans une opération, la police républicaine n'est pas restée insensible à la situation. Dans un communiqué rendu public ce mardi 12 septembre 2023, la hiérarchie policière présente ses condoléances à la famille éplorée et annonce l'ouverture d'une enquête. La substance du communiqué de la police républicaine avec le RTB. Selon le communiqué de la police républicaine, le citoyen a perdu la vie au cours d'une opération qui s'inscrit dans le cadre de la lutte contre le grand banditisme dans les villes et campagnes. Elle présente ses condoléances à la famille du disparu. La hiérarchie policière est déterminée à faire la lumière sur les circonstances exactes du drame. Les autorités compétentes sont saisies
pour diligenter les enquêtes ouvertes de façon rigoureuse et approfondie. La police républicaine invite donc les populations à la patience et au calme au cours de cette phase nécessaire à la manifestation de la vérité. Elle réitère son attachement à l'exécution de ses missions de protection des personnes et des biens dans le respect des lois et règlements de la République ainsi que des droits de l'homme. La ministre du Numérique et de la Digitalisation, Aurélie Adamsoulé-Zoumarou, a reçu ce mardi 12 septembre 2023 des membres de l'association 1000 codeurs, une association qui œuvre pour la promotion des métiers du numérique et de la formation des jeunes dans le secteur, occasion d'échange pour un accompagnement institutionnel. Suivez plutôt. Détecter de jeunes talents dans l'univers du numérique, les coacher, les accompagner et faciliter leur insertion ou reconversion professionnelle. Telle est la démarche de l'association 10 000 codeurs. Plus de 65 métiers sont ciblés. Nous avons mis en place un programme qui s'appelle Un emploi en 3 étapes. La première étape consiste justement à ces personnes de nous montrer qu'elles sont dignes de notre accompagnement. Nous avons un formulaire de 50 questions de culture numérique pour lesquelles il faut répondre à 80%. Et ensuite, nous avons une épreuve orale en tête-à-tête qui nous permet de valider d'une part la culture numérique, d'autre part la posture de la personne et l'adéquation avec le monde de l'entreprise. À partir de ce moment-là, la personne décroche le passeport numérique 10 000 codeurs et bénéficie des services d'accompagnement. Entre 2015 et 2025, notre objectif, c'était d'insérer 10 000 personnes dans les métiers du numérique. L'approche est innovante, un parfait dosage de développement personnel et de notions techniques. La différence avec ce qui se fait aujourd'hui, c'est que nous, les personnes qu'on accompagne aujourd'hui, elles sont visibles semaine après semaine sur une carte. C'est transparent. Vous avez également la possibilité de voir celles qui sont en cours de formation, celles qui ont fini la formation et celles qui sont insérées. Ça n'existe pas aujourd'hui dans l'espace francophone. J'étais en pleine reconversion et 10 000 codeurs a été un plus pour moi. Et 10 000 codeurs m'a permis de braver cette étape de reconversion, de savoir que je peux faire l'arrimage de foyer, de maison, de la vie professionnelle et en même temps de reprendre mes études. Pour un accompagnement institutionnel, les porteurs du projet et un échantillon de jeunes bénéficiaires rencontrent ici la ministre du Numérique et de la Digitalisation. On était très enchantés de voir que ces activités sont bien alignées avec la stratégie du secteur du numérique, surtout sur les questions du renforcement des capacités de développement des compétences des jeunes. Le modèle que nous avons découvert avec 10 000 codeurs qui va de l'identification d'un métier et passe par le fait d'apprendre ce métier, de décrocher un emploi, est un modèle qui s'aligne avec un programme que nous avons au sein du gouvernement, le programme Learn. Ce que vous faites, cette soixantaine de métiers auxquels vous formez les jeunes, l'insertion professionnelle que vous faites, pour nous, ça matche bien notre stratégie sectorielle et la vision du gouvernement et du chef de l'État. Donc c'est pour ça que nous allons rester attentifs, nous allons vous suivre, nous allons collaborer avec vous et voir dans quelle mesure cette collaboration peut décupler ce que nous faisons et ce que vous faites pour des Béninois, des jeunes Béninois. Et je pense qu'on devrait être en droit d'attendre des résultats positifs de cette collaboration. Une synergie d'actions naît ici donc pour la concrétisation d'objectifs communs. L'association 10 000 codeurs organise du 19 au 20 octobre prochain un forum avec l'appui de l'ANCB, Association nationale des communes du Bénin, afin de faire des émules et de susciter des vocations au niveau des communes relativement au métier du numérique. Comment faire de l'équilibre alimentaire une réalité pour chaque enfant? Question dont l'UNICEF Bénin cherche une réponse appropriée depuis ce mardi 12 septembre 2023. À cet effet, s'est organisé le premier forum du Fonds des Nations Unies pour l'enfance sur l'alimentation des jeunes enfants en Afrique de l'Ouest et du Centre. Démarré ce mardi, ce forum a pris fin ce jeudi 14 septembre 2023. L'objectif de ces travaux de Cotonou est d'assurer une alimentation riche et diversifiée pour chaque enfant. Cette initiative vise à mobiliser les acteurs publics et privés du système alimentaire, le gouvernement béninois ainsi que l'Organisation mondiale de la santé et la CEDEAO. Élément signé Calin 3 Bénin.
Près de 50% des décès d'enfants de moins de 5 ans en Afrique de l'Ouest et du Centre sont imputés à la sous-nutrition selon les récentes estimations conjointes de l'Organisation mondiale de la santé et du Fonds des Nations unies pour l'enfance. Pour répondre à ce problème de malnutrition infantile qui demeure une préoccupation majeure dans la région, l'UNICEF, en collaboration avec le gouvernement béninois, lance le premier forum pour l'alimentation des jeunes enfants. Un véritable carrefour de dialogue qui vise à promouvoir un accès équitable à une alimentation riche, équilibrée et diversifiée pour les enfants âgés de 6 à 23 mois. Force est de constater que l'offre de produits ultra transformés et très peu nutritifs dans les zones rurales jusque-là préservées est en augmentation. Cela appelle les gouvernements de notre région à agir pour protéger ces populations et plus particulièrement les jeunes enfants contre, passez-moi l'expression, la malbouffe et à aider les plus vulnérables à accéder à une alimentation équilibrée. Nous devons donc redoubler nos efforts pour accélérer le progrès. Nous devons donc, pour l'avenir de chaque enfant et des sociétés dans lesquelles ils vivent, d'aller au-delà de la sécurité alimentaire et de porter une attention spécifique à leur alimentation pour éviter que la pauvreté alimentaire ne compromette l'avenir d'une nouvelle génération. C'est une mission à laquelle nous nous attelons sans relâche et sur laquelle nous travaillerons ensemble durant ces 3 jours. À cette rencontre dédiée aux acteurs publics et privés du système alimentaire, les échanges portent sur des solutions pratiques pouvant améliorer la production, la transformation et la vente en détail d'aliments nutritifs produits localement pour les jeunes enfants. Ces assises, qui entrent dans le cadre de l'initiative First Food, vont également mettre en évidence la résilience des communautés face aux conflits et au changement climatique. L'objectif du forum est de contribuer à la création d'un environnement qui facilitera l'émergence, le déploiement et la mise à l'échelle de solutions innovantes pour la nutrition des jeunes enfants. Il offre sans nul doute une plateforme à tous les acteurs de la chaîne de valeur alimentaire, notamment les petites et moyennes entreprises africaines, à l'effet de partager les dernières connaissances et expériences de recherche et s'assurer que chacun de ces acteurs est équipé pour répondre au mieux aux besoins nutritionnels de chaque enfant, et cela dans tous les contextes. En partageant leurs expériences et expertises, ces participants venus de divers horizons contribuent à bâtir un avenir où la malnutrition infantile ne constitue plus un obstacle au développement et à la prospérité. Un navire français a fait escale dans les eaux du Bénin. Selon les officiels, c'est un signe de collaboration entre les armées navales des 2 pays. Pourquoi ces esclaves du navire français au Bénin dans le contexte d'une éventuelle intervention de la CEDEAO contre les putschs au Niger? Interrogé sur le sujet, le préfet maritime du Bénin, le colonel-major Maxime Marouillot, apporte des clarifications des propos recueillis par l'ERTV. Les escales de navires de marine étrangère dans nos eaux sont une vieille habitude. Vous savez, lorsqu'on parle du domaine maritime, pour la maîtriser, il faut nécessairement la collaboration avec plusieurs pays qui ont également accès à la mer. Par tradition, le Bénin entretient de très bonnes relations avec des marines étrangères, que ce soit dans le cadre des escales ou des formations. Et ces marines sont présentes dans le golfe de Guinée avec leurs navires. Et pour ce qui nous concerne au Bénin, nous saisissons toutes les occasions de ces escales-là pour la formation, le recyclage du personnel. Et donc c'est dans ce cadre-là que depuis quelques jours, un navire de la Marine nationale française est en escale à Cotonou. C'est une vieille habitude dans le cadre de la mission Corinne. Cette mission a commencé depuis 1990. Cela consiste en la présence des navires français dans le golfe de Guinée. Et la présence de ces navires-là nous permet de faire des exercices conjoints de lutte contre l'insécurité en mer et également
pour renforcer les capacités opérationnelles de nos personnels, notamment les fusiliers marins. Le préfet du littoral, Alain Orula, et le premier adjoint au maire de Cotonou, Romain Arwandjinou, ont procédé dans la matinée de ce vendredi 15 septembre 2023 à une opération de libération de tous les espaces publics occupés illégalement. Il s'agit de la recolonisation des trottoirs de Cotonou, un comportement qui ternit l'image de la ville vitrine qui est Cotonou. Le film de l'opération avec le RTB. La débandade dans le rang de certaines populations. Elles occupent l'espace public, y installent leur commerce, une recolonisation des trottoirs, objet de cette descente musclée. Mais nous, on n'en a pas marre. Vous croyez que ma vie, c'est d'être derrière vous parce que vous êtes des désordonnés? Des échanges parfois houleux. Face à la résistance, force doit rester à la loi, rétorque le préfet du littoral. De venir faire la cuisine dans les rues. C'est une descente symbolique qui sera suivie d'une veille permanente au quotidien par les services de la mairie, par la DST, pour ramasser tout ce qui encombrera l'espace public, en particulier les trottoirs. Maintenir l'ordre et la salubrité dans toute la ville de Cotonou. Le préfet et toute sa suite sillonnent quelques points stratégiques de la cité. Ici, à Missebo ou encore à Dantokba ou à l'Étoile Rouge, ça court dans toutes les directions. On se presse, on arrange tout avant le passage des autorités municipales et préfectorales. Le directeur général de l'administration des douanes béninoises, Alain Rinkati, a effectué du 11 au 12 septembre 2023 une visite de travail au Nigeria. L'objectif de cette visite est de poursuivre les travaux entamés à Cotonou en juillet dernier lors de la visite de son homologue nigérien. Des liens au cœur des travaux, la consolidation des liens économiques entre les deux pays selon les directives données par le chef de l'État, Patrice Talon. Le point de la visite avec la télévision nationale. Un nouveau pas vient d'être franchi dans le renforcement des liens de coopération entre les douanes béninoises et celles nigérianes. Répondant à l'invitation de son homologue du Nigeria, le directeur général des douanes du Bénin, Alain Rinkati, a effectué une visite du travail officielle de 2 jours à Abuja. Nous avons essayé d'approfondir les points que nous avions évoqués au Bénin. Ces points-là, c'est des points de facilitation que nous avions évoqués au Bénin. Nous avons travaillé à identifier le chemin pour pouvoir avoir des résultats concrets sur ces points. Il s'agit en réalité pour les 2 directeurs de douane de concrétiser la volonté des présidents Patrice Talon et Ahmed Bola Tinubu relative au renforcement de l'engagement commun des 2 pays en faveur de la facilitation des échanges et de la promotion du développement économique ainsi que du renforcement de la coopération économique. Nous avons aussi décidé de faire un pas en avant pour mieux profiter des opportunités qu'il y a entre les 2 pays. Et ça, c'est pour profiter vraiment des besoins qui sont exprimés et pour faciliter les échanges. Deuxièmement, nous avons voulu aussi adresser l'épineux problème qui affecte nos économies, qui affecte nos politiques monétaires. Donc, comment nous travaillons pour que sur ce volet-là aussi, nous puissions adresser les obstacles, les difficultés de façon réaliste. Cette rencontre a donc permis de passer au crible tous les points évoqués lors de la rencontre de Cotonou. 9 résolutions majeures en sont issues. Leur mise en œuvre va faciliter les échanges et promouvoir la croissance économique entre le Bénin et le Nigeria. Un sujet qui fait toujours l'actualité au Bénin, il s'agit bel et bien du championnat mondial de pétanque. Le Bénin est champion du monde de pétanque en doublette mixte. Le duo Marcel Gbetaglé et Leina Sambo bat le duo français Dylan Rocher et Audrey Bandira. Score de la partie 13-18. C'est le premier titre du Bénin dans cette catégorie au cours de cette 50e édition des championnats du monde de pétanque au Bénin. Retour sur cette partie dans ce reportage signé le RTB. Une dernière concertation et au final, un tir
ou le carreau pour le sacre du Bénin en doublette mixte. Le Bénin est champion du monde face à la France. Même si la doublette mixte tricolore Dylan Rocher et Audrey Bandiera croyaient à une 13e main, la main de Marcel Bétaglé et la décision de l'arbitre donnent bien vainqueur le Bénin. La doublette béninoise peut célébrer avec Guy Tronou, mais aussi son public qui n'attendait que la victoire. Dans la partie, le Bénin prend vite 6 points après les 3 premières mains. La France s'offre 3 points lors de la 4e main. Marcel Bétaglé et Laïma Sambo vont baisser la pression. Ils passent à 9-3. À la 6e main, Audrey Bandiera, à travers ses pointages, sollicite par 2 fois le tireur béninois Marcel. Il répond présent. Sur la 3e sollicitation, il va manquer son tir. La France prend 2 points. 9-5 désormais. Les mains 7, 8, 9 et 10 sont à l'avantage de la doublette mixte française. Score 10-8. La 11e main voit la doublette mixte béninoise s'offrir 1 point. 11-8 à présent. À 2 points de la victoire, Sambo Laïma est inspiré. Marcel Bétaglé l'est autant. Le duo offre au Bénin les 2 points manquants et le titre de champion du monde. C'est l'effervescence dans les tribunes du Boulodrome. En tête, le ministre des Sports. Le Bénin est champion du monde. Champion du monde. Champion du monde. L'Aube Nouvelle retentit. Je suis très content. Je suis fier de moi-même. Je suis en joie parce que je me disais que rien n'est impossible dans la vie. Il faut essayer pour pouvoir y arriver. Mais la chance était de notre côté. Ils n'ont pas démérité aussi parce que l'équipe en face n'est pas une petite équipe non plus. Mais la détermination était là et la gagne est revenue. C'est l'aboutissement d'un travail. Parce que 3 mois de travail accompli, ça prouve quand même que le travail a été fait quand même au-dessus de la moyenne et qui ont permis également à nos athlètes vraiment de s'exprimer et que le monde entier les ont vus. La joie reste aussi perceptible au niveau des responsables fédéraux. Quand le terrain est long, il vaut mieux rester debout. Mais quand le terrain est court, eh bien, pour maîtriser sa gravité, son centre de gravité, il faut jouer bas. À genoux, c'était mieux pour elle. Donc je lui demandais de s'agenouiller pour jouer. En fait, c'est ça qu'il est question. Et dès qu'elle a fait ça, elle a amarré le bouchon. Ça nous a aidés. C'est une fierté pour moi. Pourquoi une fierté? Parce que depuis 1997 que je suis entré à la fédération, à la naissance de la fédération, je suis resté jusqu'à ce jour. Et ça a été le sacre. Après ce premier titre, le Bénin peut chercher un autre sacre mondial. Ce sera en doublette homme. Bio Marcel et Marcel Bétaglé seront face aux Français Dylan Rocher et Christophe Savio. La première partie des mondiaux de pétanque 2023 s'est achevée ce mardi 12 septembre 2023 à la place de l'Amazone à Cotonou. Le Bénin sort de ce premier round avec le sacre mondial dans la catégorie doublette mixte et vice-champion dans la catégorie doublette homme. Le film de la journée avec une équipe de la rédaction de ESAE TV. Clap de fin sur la première partie des mondiaux de pétanque 2023. Le Bénin sort de ce premier round avec le sacre mondial dans la catégorie doublette mixte, une première dans l'histoire du Bénin grâce au duo Marcel Bétaglé et Laïma Sambo qui est venu à bout de la France 13-8. Les Guépards Boulis auraient pu décrocher un nouveau sacre en doublette homme. Malheureusement, Marcel Bétaglé et Marcel Bior se sont inclinés devant les Français Dylan Rocher et Christophe Savio. Les différents acteurs repartent avec beaucoup d'émotion. Il faut dire que nous avons mal entamé la partie et après c'était un peu difficile par rapport à la pression des Français et en même temps la pression des arbitres ne nous arrangeait pas. Donc on a eu de pression du côté des arbitres qui nous pressaient de jouer, sinon on avait des cartons, qui nous pressaient de jouer parce qu'on se divisait en deux. Mais quant aux Français, ils pouvaient se mettre des deux côtés, ils ne leur disaient rien. Ça a énervé un peu mes joueurs également, parce que c'était un peu de l'injustice. Mais c'est pas grave, c'est le sport. Après tout, quand on perd, on peut dire c'est l'arbitre, c'est autre. Sauf que nous n'avons pas été performants comme la doublette mixte.
mais c'est le sport. C'est dommage que vous ne placez pas beaucoup, mais chapeau à votre équipe. Bravo, bravo au président de la fédération et bravo à Guy. Mes joueurs, ils ont fait une belle partie correcte, sérieuse, ils ont respecté leur adversaire. Le public, c'est vrai que des fois c'est un peu chaud, c'est folklorique, mais c'est tellement rare quoi, de vivre ça dans un championnat du monde avec ce public fervent, avec son équipe, ce qui est normal. Après, voilà, le sport, il faut respecter ses adversaires, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Et après, ils ont super bien joué. Mais voilà, je dis chapeau à vous et chapeau au Bénin d'avoir organisé ce championnat du monde. Je suis très heureux parce que ça n'a pas été facile du tout. On est tombé vraiment contre une belle équipe du Bénin, Marcel Bio avec l'autre Marcel aussi. Ce matin d'ailleurs, on a perdu contre eux en mixte. Voilà, je suis très heureux parce que nous, on n'est pas habitués à une ambiance comme ça. Et il a fallu vraiment être solide pour gagner. Donc je suis très heureux avec mon coéquipier Christophe, c'est son premier titre. Moi, je connaissais que Marcel Bio, je connaissais pas l'autre Marcel. Et en mixte, ce matin, il m'a fait voir qu'il était très fort. Marcel Bio, je pense que c'est un très fort joueur. Je pense qu'il s'est mis un petit peu la pression en finale parce qu'il voulait ramener son premier titre aussi. Mais vraiment, c'est une très belle équipe du Bénin. Le président de la Fédération internationale de pétanque et de jeux provincial n'a pas manqué d'apprécier la performance de l'équipe béninoise à qui il prodigue des conseils. Ils ont été formidables. Ils sont déjà sur les podiums en or, en argent. C'est extraordinaire. Mais ça, je savais, ils avaient été bien préparés par Guy Tronou, ils avaient bien été entraînés, ils avaient joué ensemble. Je savais qu'ils allaient faire fort. Mais il leur faut de l'expérience. C'est-à-dire qu'il faut qu'ils aillent faire des grandes compétitions régulièrement en Europe, en Asie, et puis qu'ils continuent à s'entraîner sérieusement. Et après, l'adresse, ils l'ont. Mais l'expérience à la pétanque, c'est vraiment... On le verra surtout sur le triplette. Ils auront plus de mal en triplette, les pays de l'Ouest, qu'en doublette. Mais il faut continuer, il faut travailler, il faut s'entraîner, il faut prendre de l'expérience. Chez les hommes, la doublette béninoise se contente de la médaille d'argent et le Bénin se projette déjà sur la suite du championnat. Notre objectif, c'était de prendre 3 médailles et de faire 3 podiums. Là, on en a pris un podium, on a médaille d'argent, nous avons encore le titre de précision et la triplette. On pense quand même que nous n'allons pas être loin du bout. Une pause de 24 s'impose après 4 jours de compétition. Le mondial reprend jeudi 14 septembre avec les triplettes et les tirs de précision. Toujours dans le même registre, parcours honorable pour les guépards boulistes béninois. Sur le chemin de la demi-finale, ils ont pétanqué leur adversaire. Les Béninois visent le haut du podium en attendant l'heure du sacre. Vous suivrez dans cet élément réalisé par la télévision nationale les équipes qui ont décroché le ticket de la demi-finale. La doublette mixte béninoise composée de Marcel Gbetaglé et Laïma Sambo est en demi-finale des 50e championnats du monde de pétanque. Dans ce quart de finale, le duo a écrasé celui allemand sur le score sans appel de 13-6. L'adversaire en demi sera le Burkina Faso qui a sorti la Tunisie 13-3. La France et la Thaïlande complètent le dernier carré après la victoire respective de leur doublette mixte sur la Pologne 13-0 et les USA 13-0. Les objectifs sont atteints. On ne pensait pas pousser dans l'équipe mixte, mais nous voilà en demi-finale. C'était l'objectif qui est fixé, rentrer dans le carré d'honneur par rapport à l'équipe mixte. Mais par rapport à l'équipe doublette, nous sommes également en demi-finale, mais là nous visons le bout. Nos objectifs, c'est de prendre la coupe, la médaille d'or pour la doublette homme. Ça, et nous sommes sur le chemin. Nous sommes déjà en demi-finale. Nous allons jouer le vainqueur Côte d'Ivoire-Pologne. Je crois que c'est jouable. Et même là, pour les Miss en demi-finale, nous devons jouer le Burkina. C'est encore jouable. Nous n'avons pas de mériter, c'est le sport. Voilà, tout ce que Dieu fait est bon. Et nous sommes toujours dans les compétitions avec doublette mix et puis à la triplette qui va commencer d'ici le 14. Donc j'espère bien que le meilleur va venir. En tête-à-tête homme, pas de demi-finale pour Marcel Bio et le Bénin. Le Guépard face au Thaïlandais Kandi Ratchata s'est incliné 13-10 dans une partie au scénario fou et à suspense. Il a fallu un total de 18 mènes pour arriver à la victoire thaïlandaise. Bio mené n'a jamais baissé les bras. Il égalise à 10 partout au 15e mène.
Le tireur béninois manque ensuite d'adresse et logiquement son adversaire en profite pour prendre le large et s'offrir la victoire au 18e mène. C'est vrai qu'il a mal démarré, il a des mains où il doit tirer pour le point. Je laissais tirer un point et il était à 6-1. Je l'ai rattrapé à 10-10. Ce qui m'a beaucoup fait mal, c'est la main où je devais tirer. Parce que je devais faire un carreau pour gagner. J'ai tiré 2 fois et j'ai manqué le dernier tir, l'avant-dernière main et la dernière main. Bon, c'est un jeu, je n'ai pas été déçu de ma performance, mais je pouvais gagner, c'est ce qui me fait mal. Est-ce qu'on va parler de chance? On va parler simplement de quelques maladresses, parce que le match, nous l'avons en main. Même que le Thaïlandais nous menait, le match était vraiment en main. Je savais que mon athlète allait faire tout pour aller au-delà. Mais à un moment donné, je pense qu'il avait eu des mains qui pouvaient réussir. Et ces mains manquaient. Bon, il a gardé en tête qu'il a tellement travaillé parce qu'il n'a pas pu se faire le vide dans la tête. Dans les autres parties de la catégorie des tête-à-tête hommes, la Tunisie, la France et le Cambodge ont validé leur billet pour les demi-finales. Après 2 premières journées du mondial de pétanque ce lundi, place aux étapes des 8e, de quart et des demi-finales. L'événement mobilise un public assez intéressant qui donne des couleurs à l'organisation. Revivez ici les temps forts de cette journée avec la rédaction de Canal 3 Bénin. Ça, c'est l'euphorie après une victoire du Bénin. Ambiance folle, mais bien organisée. La vague jaune envahit les gradins. Marcel Bétaglé et Laïma Sambo viennent de remporter leur match comptant pour les quarts de finale en doublette mixte face à l'Allemagne. Score 13-6. Ils font juste notre fierté et nous sommes fiers d'animer pour eux. Nous sommes vraiment fiers. D'accord. À qui ne dit pas son nom. Nous, Allemagne, quoi. Je suis très heureux de la prestation de l'équipe béninoise tout à l'heure. Au début, le jeu a été très dense pour eux, mais finalement, ils ont pu, avec la tête très haute, remporter la victoire. Ce qu'ils ont fait ce soir, vraiment, c'est tout le monde qui est content ici. L'atmosphère est constamment tendue. Les rencontres sont instantanées et le public s'ourmille à toutes les émotions. Mais l'organisation, elle, est bien appréciée. Édition spéciale. J'ai assisté à 3 championnats du monde. C'est une championnat du monde spécial avec le public, avec l'organisation, avec les terrains. Tout est bien préparé, tout est magnifique. La gentillesse du public, la gentillesse du peuple béninois, et l'organisation, les terrains, les gradins, tout est bien préparé, tout est bien. Pour le moment, je tiens à féliciter la Fédération béninoise de pétanque ainsi que son président plus particulièrement, qui ont ménagé aucun effort pour que cette fête-là soit belle. En général, le mot nous manque. C'est impeccable. Pour le moment, le Bénin tient le pari d'une organisation réussie. Les 50e mondiaux de pétanque se poursuivent et sont gratuitement ouverts au public. De la pétanque au football à présent, les Guépards du Bénin ont concédé une défaite face au Mozambique 3-2 le samedi dernier à l'occasion de la dernière journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations CAN Côte d'Ivoire 2023. Quelques jours après cette élimination, une équipe de la rédaction de ESAE Télévision a sillonné la ville de Cotonou pour recueillir les impressions de quelques citoyens. Suivez plutôt. J'ai suivi le match de bout en bout, mais vraiment, je suis vraiment déçu parce que mon pays, le Bénin, n'est pas au rendez-vous en Côte d'Ivoire. Nous, je disais, quand ils vont mettre un but, ça fera 3-2 et CAN Côte d'Ivoire 2024, les Guépards seront présents, le Bénin sera présent. Mais quand à la 95e minute, les gens là, ils nous ont mis le 3e but. Mais là, moi, je regardais les gens étaient abattus. Comment on peut comprendre ça? Ce que vous devez faire, et c'est ce que ça on vous a fait.
3-2. Ça a été un désespoir total. Ça a été une défaite, un échec pour le football béninois. Parce que, vu ce qui nous attendait et les améliorations de la dernière minute qu'on a eues, en ramenant un nouveau coach, je pense que ce travail-là doit être bien fait. Il faut garder l'entraîneur. Si c'était cet entraîneur-là qui était là dès le début, vraiment, je pense que le Bénin allait se qualifier au moins pour cette CAN-là. J'ai vu beaucoup d'innovation parce que le nouveau entraîneur, il a apporté beaucoup pour l'équipe nationale. Malgré qu'on n'a pas gagné, il a apporté un de plus. Vous allez sentir qu'il y a une équipe qui a joué avec une détermination et les autres aussi, il y a une pression de leur public et surtout de leur président sur le terrain qui a fait que ça a un peu joué. Mais sinon, les nôtres, ils ont fait de leur mieux. Et comme le disait l'autre, nous allons nous remonter pour l'éliminatoire de la Coupe du Monde qui s'annonce. Se qualifier pour la Coupe du Monde, vraiment, ça serait très difficile. Ce que j'ai vu avant-hier, s'il y a eu un entraînement sérieux et il y a eu vraiment d'autres joueurs beaucoup plus en jambes, on peut aller à la Coupe du Monde. Ah, on ne s'est pas qualifié pour la CAN, qui c'est la Coupe du Monde. On ne va pas préparer le CEM et dire qu'on veut préparer le CEM là. Moi, je ne peux pas donner cette équation-là, hein, parce que ça doit se sentir dès maintenant. Deux matchs ne se ressemblent pas. Le Bénin peut se qualifier facilement à la Coupe du Monde, puisque pour la première fois dans l'histoire, le Bénin se qualifie pour la Coupe du Monde. C'est toute une joie. Donc nous allons souhaiter cela pour notre pays. Mozambique, Rwanda, on n'a pas pu se tirer du jeu. On veut aller à la Coupe du Monde, se qualifier pour la Coupe du Monde, aller rencontrer quelle équipe là-bas, la France ou bien l'Argentine ou bien le Brésil. Il faut copier les camarades d'à côté. On a éliminé le Maroc dans ce pays-là. Nous avons vu comment ça s'est passé. Mais le Maroc a été à la Coupe du Monde. C'est une affaire d'engagement. C'est une affaire d'engouement. Ce n'est pas les paroles. C'est pas parole. C'est pas on va se qualifier, non. Voilà, chers internautes, c'est sur cet élément que je mets un terme à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci de votre fidélité. Excellent week-end à toutes et à tous.